Comme nous l'avons déjà expliqué précédemment, le cerveau est l'émetteur de toutes les fonctions du corps. Il est celui qui va commander le corps dans toutes ses fonctions et le corps va les ajuster par rapport à cette commande, c'est-à-dire que vous avez l'expression de l'émetteur et du récepteur. On va utiliser pour ce test ce que l'on appelle la coordination motrice. Cette coordination motrice se trouve au niveau des pariétaux. Elle est plus spécifiquement sur l'aire 4 de Brodmann, qui est l'aire motrice, et on va démontrer à quel point le cerveau peut réguler la coordination musculaire, l'ajuster par un test au niveau des dorsales. Nous allons voir qu'au départ, il y a une fixation d'une certaine zone dorsale qui pourrait faire penser à une fixation vertébrale, qui en fait n'en est pas, et par le travail sur les fibres intraosseuses de cette zone de coordination musculaire, comment le cerveau va réguler le tonus musculaire de cette zone. Dans ce test, je vous le démontre sur la colonne vertébrale. Ce test est un test de latéroflexion, puisqu'on a dit qu'une vertèbre se fixait sur ses articulaires. Ce test est donc une latéroflexion qui va se faire sur l'ensemble de la colonne dorsale, ici. Donc on va, avec la tête du sujet, on va incliner avec les doigts les vertèbres dans une position de latéroflexion, droite et gauche, en appuyant sur les lames vertébrales et les épineuses. On aura donc un mouvement de latéroflexion ou de translation vertébrale. La vertèbre va s'incliner à droite ou à gauche. Démonstration que l'on va faire directement sur la patiente. On va prendre donc cette colonne dorsale. On va faire un mouvement comme ceci. Là, vous voyez l'amplitude du mouvement. Et on va continuer et on va s'apercevoir ici que le mouvement s'arrête. Il y a donc une fixation dorsale à ce niveau-là. Et on va continuer, encore une fixation dorsale, et on va s'apercevoir que là, le mouvement est beaucoup plus ample. Je le remontre encore une fois, ici. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une fixation. On ne peut plus infléchir les vertèbres. Et évidemment, là, le mouvement reprend. On est dans une zone qui est à la pointe de l'omoplate, qui est le point de repère de D7, D8. Et on s'aperçoit évidemment que si l'on fait l'autre côté, comme ceci, on a une bonne amplitude. Et on s'aperçoit qu'ici, il y a plus de mouvement. Et ça répond à la loi qu'on connaît, il y a plus de mouvement du côté de la lésion. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons utiliser la coordination musculaire en sachant que le faisceau pyramidal est un faisceau croisé. Et s'il est croisé, eh bien, on va utiliser le côté gauche pour le côté droit. Ça, c'est une chose surtout à ne pas oublier. On va donc prendre la zone au niveau du crâne qui correspond à l'aire 4 de Brodmann. On va choisir ici comparativement la densité. On va trouver la zone de densité. Ici, je n'ai pas de zone de densité. Ici, j'ai une zone de densité des fibres intraosseuses, qui veut dire que cette zone est stimulée. Et on va équilibrer ces fibres intraosseuses en sentant leur lemniscate. Ça, c'est le travail de la main. Ça, c'est l'éducation de la main. Ça demande quelques pratiques, mais on va équilibrer les lemniscates jusqu'à ressentir un relâchement de ces fibres intraosseuses entre le pariétal et le temporal gauche. À partir de ce moment-là, nous allons refaire exactement le même test qu'au début, et on va s'apercevoir que l'amplitude non seulement est revenue, mais a considérablement augmenté, et sans aucune restriction. Toute la colonne vertébrale est régulée par cette coordination motrice au niveau pariétal par la régulation lui-même par le cerveau du faisceau pyramidal.
Nous allons brièvement expliquer la méthode que nous pratiquons, car comme vous l'avez vu, elle est assez complexe et elle demande évidemment un apprentissage qui est nécessaire pour arriver à comprendre finalement et même surtout à ressentir ce que le corps veut nous faire comprendre dans le traitement, ce que le corps veut en priorité quelque part régler dans l'inconscient, régler dans tout son déséquilibre. C'est lui qui va nous enseigner, il faut que nous apprenions surtout à répondre à sa demande. Il faut savoir que dans cette méthode, ce qui est assez encourageant, c'est que les traitements ne sont jamais les mêmes. Les traitements ne sont jamais les mêmes. Le corps a de multiples réponses. Et étant donné que très souvent on travaille sur évidemment une empreinte générationnelle, c'est-à-dire que, comme on l'a expliqué, tout s'inscrit dans l'inconscient, pas seulement sur la vie présente, mais sur les vies de nos ancêtres, de nos hérédités. Et à partir de ce moment-là, il est évident que le corps et le crâne vont choisir ce qui leur semble le plus important, ce qui leur semble le traumatisme qui a été soit caché, soit non dit, soit les conflits familiaux qui vraiment ont entraîné sur les descendants une empreinte psychologique, et cette empreinte psychologique qui a entraîné sur le corps des manifestations fonctionnelles, voire organiques. Donc, comme on l'a expliqué, on va utiliser cet occiput qui ne veut pas descendre, cet occiput haut, comme on l'a expliqué par rapport aux travaux de Delattre et Fénard, et on va chercher le côté de cet occiput qui est haut. Et ici, la partie qui est la plus haute est la partie droite. On s'aperçoit que si l'occiput est haut, toutes les fibres intra-osseuses de tout le crâne sont restées enroulées et n'ont pas pu, à ce moment-là, s'ouvrir. On va le remarquer surtout au frontal. Et on va voir ensemble que la patiente a un frontal gauche, quand on prend l'épine nasale comme repère, et la cristagallie, ainsi que le rebord de la visière frontale. On va s'apercevoir que la largeur du frontal gauche est nettement supérieure à la largeur du frontal droit. Cette largeur diminuée du frontal droit montre l'enroulement des fibres. Il est évident que ce cortex frontal étant hyper sollicité, il gère absolument tout le côté émotionnel du patient sur le côté droit, qui d'ailleurs est souvent répertorié comme le côté paternel. À partir de ce moment-là, nous allons automatiquement choisir, comme on l'a expliqué, le cerveau qui est prioritaire, que le corps nous donne comme prioritaire. Et bien sûr, ce sont des tests que nous faisons et que nous apprenons dans notre méthode, et nous choisissons le cerveau qui est prioritaire et qui est, par rapport aux autres cerveaux, c'est celui qui va être choisi pour travailler sur les fibres. Et ce cerveau prioritaire, d'après nos tests entre le corps calleux et la substance réticulée, s'avère être le néocortex. C'est le néocortex, mais ça aurait très bien pu être le cerveau archaïque ou le cerveau limbique. Là, c'est le néocortex qui est prioritaire. Comme il est prioritaire, c'est celui qui va nous donner un principe qui est très important, c'est-à-dire qui va être surtout prépondérant dans les crânes de naissance, dans les crânes de petite enfance, dans les crânes d'adolescence et dans les crânes d'adultes. Alors que le cerveau archaïque, lui, est prépondérant dans la conception, dans la vie intra-utérine et dans la naissance. Donc, ça nous permet, encore une fois, de savoir exactement à quel endroit on est, et en fonction de nos tests, on sait que ce cerveau, donc, est actuellement en tension sur le frontal et sur sa petite enfance. Associé à ça, évidemment, il y a un strain corporel. Ce strain corporel qui va être associé à ce frontal est un strain du corps entre la vessie et le rein droit. Ce strain du corps et la vessie et le rein droit a une correspondance, comme on l'a expliqué, et la vessie, la correspondance de la vessie sur le frontal est la cristagallie, et la correspondance du rein est la partie pétreuse du temporal droit.
Donc, dans un premier temps, on va aller corriger la partie du strain qui est entre la vessie et le rein. C'est une lemniscate qui va faire ceci. Les strains sont toujours antérieurs-postérieurs. Donc nous allons prendre la vessie. Ce qui est très bien dans notre méthode, c'est que le patient n'a absolument pas besoin de se déshabiller, c'est toujours très doux, qu'il n'y a jamais de région forcée. C'est un travail qui est un travail d'écoute, mais un travail d'écoute suivant une lemniscate, ce qui est très différent. On ne fait pas une écoute sur un organe, on fait toujours une écoute suivant une lemniscate de deux organes qui sont couplés ensemble embryologiquement, et la vessie embryologiquement est couplée au rein. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est des données scientifiques. Donc on travaille cette lemniscate jusqu'à sentir, en fait nos mains dans le travail de la lemniscate vont, comme c'est un 8, vont arriver au centre du 8, et au bout d'un moment, eh bien, le centre du 8, par la relaxation des fascias, va s'écarter et on va avoir immédiatement déjà un relâchement de ce strain, de cette lemniscate. On va essayer de voir exactement s'il y a déjà un résultat. Alors, de nouveau, en comparant notre occiput, on s'aperçoit que déjà il est un petit peu plus bas, mais c'est insuffisant. Mais par contre, au niveau du frontal, ici, on s'aperçoit déjà qu'on a déjà un petit résultat, mais aussi insuffisant. Donc, on va corriger les correspondances des strains, ici. Alors, il faut souvent utiliser, notamment pour la cristagallie, des techniques intrabuccales. Donc, on va prendre un doigtier. Dans cet équilibre et cette association du cerveau et du corps, il y a un élément qui est très très important, c'est l'enracinement. C'est un élément très important et avant de faire ces techniques, je voudrais montrer à quel point la sous-astragalienne va être soumise justement à toutes ces tensions des chaînes faciales et les tensions des membranes de tension réciproque intracrânienne. Tant qu'on n'a pas corrigé la correspondance au niveau du crâne, si on prend le pied gauche ici et qu'on essaie d'ouvrir la sous-astragalienne, ici, nous avons un mouvement qui est très souple, sans aucune restriction. Si on prend l'autre pied, et d'ailleurs on voit à quel point le calcanéum ici est écrasé par rapport à l'autre, qui est beaucoup plus large. Si on prend l'autre pied ici, et qu'on essaie de vraiment, de toutes ses forces ouvrir, j'ai beau essayer, je n'ai aucun mouvement. Réellement aucun mouvement. Je reprends ici, le patient le sent d'ailleurs, il a un mouvement, il le sent, et ici il sent très bien que c'est très tendu, et il n'y a aucune mobilité. D'où, par exemple, comme pathologie, il peut y avoir des pathologies au niveau du genou, des entorses fréquentes du côté droit, parce que cet enracinement est insuffisant. On voit bien que le calcanéum est beaucoup trop petit. Et des pathologies au niveau de la hanche, après au niveau de l'ovaire, comme tous les tissus sont correspondants les uns avec les autres, c'est intéressant de voir cette unité. Je vais donc reprendre le strain crânien dont on a parlé. Et pour aller chercher la cristagallie, je vais me servir d'une structure interne qu'on appelle le vomer, que je vais mettre en rapport avec les fibres intraosseuses du rocher droit. Alors ça, c'est un strain de ce qu'on appelle un strain de stabilité. C'est-à-dire qu'il y a une partie ici qui est instable et donc qui est compensée par cette torsion, parce qu'il y a une instabilité au niveau de la poutre, c'est-à-dire du ptérion, qui veut dire poutre, et qui sert normalement d'appui. Vous voyez que j'utilise les canaux semi-circulaires, comme on en a parlé, pour corriger mon strain. Strain d'ailleurs qui vient de se corriger, très très bien. Et vous avez toujours associé à ça un contre-strain qui lui était un strain de mobilité postérieure qui a compensé le strain de stabilité. La stabilité compense la mobilité et inversement quand elle est insuffisante. Donc, en prenant ce strain derrière, nous allons nous apercevoir que ce strain de mobilité, ici, est dû à l'écaille occipitale qui va se coupler avec la
par condylaire occipital. C'est-à-dire deux mobilités importantes pour l'insertion de l'atlas et de l'autre côté pour l'écaille qui doit s'ouvrir au moment de la naissance de l'enfant. Là, nous allons retrouver la flexion totale. Mes deux mains sont exactement au même niveau, aussi bien à droite qu'à gauche au niveau occipital. Et au niveau frontal, si je reprends exactement les mêmes repères, c'est facile puisque on a le rebord orbitaire frontal et on a l'épide nasale. Donc on ne peut pas se tromper et on ne peut pas tricher. Si je reprends les deux mêmes, j'ai exactement les deux mêmes largeurs au niveau des frontaux, ce qui prouve bien qu'il y avait une fibre intra-osseuse. Ici, on avait tout à l'heure une très bonne amplitude. Vous voyez qu'ici, on avait vu la largeur du calcanéum. Ici, la largeur du calcanéum était réduite. Là, elle est franchement correspondante. On ne peut pas se tromper. Et la mobilité du calcanéum est redevenue tout à fait normale. Il n'y a plus aucun blocage. Tous les équilibres sont faits à ce niveau-là. J'insisterai encore sur le fait que réellement, ce qui est passionnant dans cette méthode, c'est que le corps nous enseigne tout, à nous de le vivre avec notre main, et que chaque traitement est chaque fois différent. Il n'y a pas de lassitude dans la répétition, il n'y a pas... le corps enseigne à partir du moment où on connaît bien les points de repère. C'est toujours une nouvelle découverte, une nouvelle aventure avec le corps. Et c'est très agréable de pouvoir faire enfin un lien, et avec un ressenti, mais en même temps avec des données établies scientifiques qui rassurent. Et je dois dire que pour nous, chaque jour est un jour nouveau.